Hello. I'm Maren Peters, the moderator of this panel tonight. Welcome to all of you. I just have to get used to be here on the stage in the middle. May I introduce my panelists? Could you please come on the stage? Yes, all of you, please. Pouvez-vous, s'il vous plaît, monter sur la scène? Oui, tous ensemble, s'il vous plaît. Take a seat. So, I'm very proud to have you here. Je suis très fière de vous avoir autour de moi. May I just introduce you at the very beginning? We have Gary Hooser, who's a politician and activist, right, or on your left, who came over the long way from Hawaii. He served as Hawaii State Senator for a couple of years and was also director of the Office of Environmental Quality Control. Actually, he's still a member of the County Council. No? Okay. And he's heading the Hawaii Alliance for Progressive Action, which urges towards a better protection of the people in Hawaii. Welcome, Gary. Next to him, we have Hank Campbell, the president of the American Council on Science and Health. That's an organization that probably not many of you do know. It aims to support an evidence-based science. The Council defends pesticides and has a reputation of being pro-industry. I might add that Hank was suggested by Syngenta, who decided just 5 days ago not to send a representative tonight. Welcome, Hank. On my left, we have Laurent Gabrel from Geneva. He's an expert in agriculture and biodiversity and represents the Swiss NGO Public Eye, who is co-host of this event, this panel tonight. Welcome, Laurent. And very good. And then we have Bashku Tunjak. He is the UN Special Rapporteur, please allow the short form, for human rights and hazardous substances, including pesticides, with a background as attorney and chemist, so he knows exactly what he's talking about, like the others as well. Welcome to all of you. Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue. Some of you might know Hawaii as a tourism hotspot with beautiful beaches. On connaît tous Hawaï comme un lieu touristique avec de très belles plages, un bon climat et une mer transparente. Et on vient de voir la partie ombre de ce paradis. Il s'agit aussi d'un film sur le pouvoir et la politique et les conséquences dangereuses de mettre les intérêts d'une entreprise avant les intérêts de la santé publique. Faites-moi une brève description. Nous avons énormément de choses à discuter aujourd'hui. Donc nous avons 1 heure pour la discussion et ensuite nous aurons une demi-heure pour les questions. Je suppose qu'il y aura beaucoup de questions. Nous allons donc commencer. Gary Hooser, puisque c'est vous qui avez fait le plus long voyage et vous avez été résident pendant plus de 40 ans à Hawaï, lorsque vous avez vu ce documentaire, est-ce que vous pensez qu'il dépeint un tableau réaliste d'Hawaï? Oui. J'aimerais remercier tout le monde d'être ici et de rester aussi pour les questions. Oui, cela dresse un tableau assez réaliste de ce qui s'est passé à Hawaï. J'ai été engagé dans la politique en tant que sénateur pendant plus de 18 ans et au Conseil d'État également. Et ça, c'était l'action la plus significative dans laquelle j'ai été impliqué. Et je voudrais dire que si je pouvais, ces marches, nous avons une communauté de 68 000 personnes. D'arriver à faire manifester environ 4 à 6 000 personnes, vous imaginez que c'est un travail. Donc, c'est comme 4 ou 5 personnes dans un salon qui sont venues me trouver et m'ont dit, voilà, on a besoin d'aide. Et on a commencé à exprimer nos soucis, nos préoccupations. Imaginez si vous viviez dans votre ville, là, vous étiez entouré de champs qui font l'objet de tests génétiques. Et vos enfants tombent malades. Et les médecins m'appellent en me disant, voilà, on a 10 naissances
croissance anormale, etc., dans notre hôpital. Qu'est-ce qui se passe? On a 30 000 oursins qui sont en train de mourir dans nos océans. Et puis, vous passez une loi et il ne veut pas vous donner divulguer leurs secrets. Et ensuite, il dépose plainte contre vous, etc. Donc, on va parler de cela tout à l'heure, Gary. Je pense que nous avons quelqu'un qui souhaiterait ajouter quelque chose à cette discussion. Parce que Tunjak, vous avez été en tant que touriste à Hawaï. Est-ce que vous avez été choqué par ce film? Oui, c'est tout à fait choquant, c'est horripilant. C'est également une source d'inspiration de voir une communauté se mobiliser et de s'exprimer aussi clairement sur ce qui se passe. Et là, c'est vraiment un problème de droits de l'homme, ce qui sort de ce film. J'aurais jamais imaginé que c'était ainsi à Hawaï. Et M. Hank Campbell, avec votre approche pro-scientifique, bien sûr, je soutiens les manifestations, les insurrections, et si vous avez une liste noire, j'aimerais être dessus. Mais d'un point de vue scientifique, c'est un film très distrayant, il remplit son objectif, mais d'un point de vue scientifique, et comme l'a dit ma reine, mon travail est de séparer les menaces pour la santé des peurs liées à la fabrication de produits. Il y a des gens qui veulent, disons, porter plainte. Il y a rien dans ce film qui est précis du point de vue scientifique. On y reviendra tout à l'heure. Hawaï est un endroit idéal pour les tests génétiques. Le climat est parfait. On peut faire plusieurs récoltes par année au lieu d'une comme ici en Suisse. Est-ce que c'est pourquoi l'industrie aime tellement Hawaï? Oui, ils aiment Hawaï parce que nous sommes isolés. Et nous avons une saison de culture toute l'année, donc ils peuvent avoir 3 récoltes par année puisqu'il n'y a pas d'hiver. Et on a un environnement réglementaire très laxiste, donc et ce sont des gens qui ont des revenus bas, ce sont des manuels principalement, et ça ne se passerait pas dans une communauté où il y aurait plus de gens éduqués et plus riches. Hawaï était vraiment une zone de test pour des semences génétiquement modifiées et aussi des pesticides. Laurent Gabrel, est-ce que les OGM et les organismes génétiquement modifiés et les pesticides vont toujours main dans la main? Je pense que c'est ce qui était dit dans le film, c'est la plupart des OGM peuvent être utilisés et qui sont testés aussi à Hawaï sont testés pour leur résistance aux herbicides. Donc ce sont des OGM qui font l'objet de modifications pour supporter d'énormes quantités de pesticides qui ne tuent pas la plante, mais tout le reste. Il y a aussi des OGM BT, qui sont un autre type d'OGM, et on a modifié la plante pour qu'elle-même se produise des pesticides. Et donc, oui, on a décidé que les OGM mèneraient à une diminution de l'utilisation des pesticides, mais ça, on a pu voir que ça n'était pas le cas, et ça a été démontré. Donc, beaucoup de pesticides sont répandus, et même certains, les pyroclates, par exemple, qui sont interdits en Suisse et qui sont utilisés là-bas. Là où je vis, l'atrazine, par exemple, est utilisée par tonnes. Et le chlorpyrifos aussi n'est pas utilisé. On ne peut pas l'utiliser en Suisse. Le Paraquat aussi est la même chose, on ne peut pas l'utiliser en Suisse. Syngenta est une entreprise dont le siège est en Suisse qui utilise des tonnes de poisons qui ne sont pas qui n'ont pas le droit d'utiliser dans leur propre pays à cause de la législation. Elle utilise ça dans mon pays, dans ma ville, dans la communauté dans laquelle je vis. Les entreprises d'habitude invoquent le fait que ces pesticides sont inoffensifs. On voulait demander à un représentant
représentants de Syngenta et leur demander s'ils sont vraiment inoffensifs. Et là, je m'adresse aux scientifiques. Puisqu'ils sont interdits dans une partie du monde et pas dans l'autre, je vous promets de ne pas utiliser de jargon scientifique. Mais il y a une chose qu'il faut que je précise. Il y a différents niveaux de toxicité des pesticides. Par exemple, le chlorpyrifos est modérément toxique. Le glyphosate n'est pas considéré comme quelque chose très toxique. Ça dépend à qui vous demandez. À quoi faites-vous référence? Les glyphosates et les autres. Donc, il y a DL50, pardon, avec une toxicité différente. Il faut vraiment, si on ne peut pas prendre la caféine pure, parce que le DL50, c'est 50 fois la concentration de la caféine, par exemple. Donc, c'est aussi peu toxique que l'atrazine. Et tout le monde utilise ce pesticide. Si on parle de toxicité, on ne raconte pas une histoire scientifique. Je ne vais pas vous dire d'acheter de la nourriture organique parce qu'ils utilisent certaines substances alors qu'ils les utilisent en tonnes. Vous connaissez l'agriculture. L'un des principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est que certains pesticides sont interdits dans certaines parties du monde parce qu'ils sont considérés comme étant trop toxiques, mais dans d'autres parties du monde, on continue à les utiliser et il n'y a pas d'effort concerté ou de convention pour essayer de traiter cette question des doubles normes. On peut, par exemple, EPA qui permet l'utilisation de l'atrazine parce qu'ils considèrent que ce n'est pas trop dangereux, mais c'est interdit en Europe. On a la même chose avec les perchlorate, pardon. Lorsque on décide d'interdire certains pesticides parce qu'ils sont trop dangereux, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réglementation au niveau international pour essayer d'harmoniser ces interdictions? Bien sûr, cette question de l'innocuité des pesticides est toujours ce qui fait l'objet de discussions avec l'industrie. Aujourd'hui, nous avons plus de 10 000 produits de pesticides différents et il y a plus de 3 millions de tonnes qui sont déversées annuellement sur la planète. Beaucoup de ces pesticides, on ne sait pas ce qu'ils ont comme impact et ils n'ont jamais fait l'objet de tests. On a découvert aux États-Unis que 50% des 6 000 substances toxiques utilisées, pas seulement les pesticides, mais aussi dans l'industrie, n'ont jamais été testés et passés par les tests à 6 échelons de toxicité. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication? Parce qu'en partie, ils étaient sur le marché et ensuite de nouvelles réglementations sont venues et ils seront testés à un moment ou à un autre, mais ça ne s'est pas produit jusqu'à présent parce que ça prend du temps pour renouveler le brevet, en Europe aussi. Donc, avec les nouvelles réglementations en 2009, je pense que 40% des pesticides ont été retirés du marché à cause de cela, mais il y en a toujours énormément qui ont été reconnus comme étant carcinogènes, ou bien des perturbateurs endocriniens, ou bien qui avaient un impact sur la santé reproductive. Ils sont sur le marché et on attend jusqu'à ce que les autorisations expirent pour les retirer du marché. Et cela peut prendre pas mal de temps, car il y a beaucoup de retard pour examiner ces pesticides. Donc, on ne peut pas vraiment changer beaucoup de choses dans le marché. On peut changer quelque chose, mais seulement lorsque les autorisations expirent après 10, 20 ans, si le délai juridique est respecté. Et très souvent, il y a des retards, c'est reporté, etc. Et la réalité actuellement, et c'est ce que j'ai aimé aussi dans le film, cela vous donne l'impression que non seulement à Hawaï, mais partout dans le monde, on est des cobayes, on est exposé à des tonnes de pesticides et on trouve du pesticide partout, des résidus partout, dans notre alimentation, dans notre eau, dans nos corps, dans les cheveux des enfants, dans le lait des mères. On le trouve dans la pluie aussi. Dans la pluie, il y a énormément de pesticides. Dans l'air que l'on respire partout.
Vous voulez dire que Hawaï n'est pas une exception? Alors, c'était atteint des niveaux extrêmes dans un certain sens parce qu'il s'agit d'îles et c'est vrai que les quantités qui sont utilisées là-bas sont beaucoup plus, qui sont supérieures à la moyenne nationale, mais on y voit beaucoup de similitudes avec ce que nous expérimentons tous. Vous dites qu'on est tous des cobayes, mais alors vous, Toshkat, vous qui êtes représentant de l'Institut mondial, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit? Oui, absolument. Alors la situation est encore plus complexe que juste les pesticides. Alors il y a les chimiques industriels, les polluants anaérobiques et les tests donc sont encore en train d'évaluer justement la façon dont l'interaction justement de ces produits à l'intérieur de nos corps. Ce qui se passe aussi avec les enfants, il y a des produits chimiques où il y a justement des impacts transgénérationnels et ces impacts n'impliquent pas seulement la génération qui est exposée, mais les petits-enfants de ceux qui avaient été exposés à l'origine. Et je pense que la science est là pour le démontrer. Il faut minimiser l'exposition et le faire autant que se peut. Et de mon point de vue, la question ne se pose pas. On ne peut pas continuer à faire semblant et dire qu'on peut évaluer de façon fiable la quantité que peut supporter notre corps. Et ça, c'est le modèle qui est à notre disposition. Et quand on regarde les produits chimiques toxiques à travers le monde, que ça vienne de la pollution de l'air ou les polluants industriels. Et si on en a la preuve scientifique, la relation entre l'exposition aux pesticides et les problèmes de la santé, pourquoi à ce moment-là y a-t-il des substances hautement toxiques qui sont encore disponibles sur le marché? Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile de les interdire? Est-ce que vous pouvez l'expliquer? Je pense que et c'est vrai qu'il y a des cas divers et variés qui tournent autour de faits différents. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il est de plus en plus difficile de faire un lien causal entre une exposition et un impact délétère sur la santé. Nous savons qu'il y a des risques, nous savons qu'il y a aussi des associations, mais de nouveau, la preuve de la charge est tellement forte et les communautés ou les victimes individuelles n'arrivent pas justement d'apporter les preuves nécessaires et d'avoir accès à des compensations ou éventuellement que les erreurs passées ne soient pas répétées. Alors maintenant, on regarde un petit peu ce qui se passe du côté de Hawaï et qu'est-ce que vous voudriez éventuellement ajouter? Oui, tout d'abord, alors avec le chlorpyrifos, pour un fœtus, il n'y a pas de quantité acceptable. Les instituts de pédiatrie ont couvert ce sujet. Alors quand j'ai commencé à poser des questions aux représentants de l'industrie, il y a eu deux mensonges qu'on m'a dit et pas une fois. Tout d'abord, nous sommes en train de nourrir le monde et on a besoin de ça pour nourrir le monde. Et ça, ce n'est pas le cas du tout. Et aussi, la deuxième chose qu'on m'a dit, le deuxième mensonge, c'est que les pesticides ne sont pas dangereux. Si ce n'est pas dangereux, pourquoi est-ce que vous ne dites pas ce que vous faites et pourquoi vous cachez toute cette information? Et il y a un bon nombre d'études qui montrent que justement, donc ça tue, on a des pesticides, des fongicides, et la raison pour laquelle le gouvernement n'intervient pas, c'est dit dans le film. Il s'agit d'argent et d'influence politique. Et au sein de ma communauté, ces sociétés sont les plus gros contributeurs aux écoles, aux programmes pour les jeunes. Et Syngenta, les employés, il y a des employés de Syngenta qui sont sur le conseil municipal. Là où j'étais un membre qui vote, il y a un conseil de 7 membres, est un employé à temps plein de Syngenta. Vous pensez que lui va demander des comptes à la société? Non. Alors, le représentant des marques de pesticides, de représentants à Hawaï était un employé de chez DuPont. Et la seule façon dont on obtiendra un changement, c'est les gens qui se mobilisent, qui descendent dans la rue et qui mettent une pression politique sur ces gens. Alors, il y a des liens beaucoup trop étroits, oui, tout à fait, beaucoup trop étroits, et qui dominent la conversation. Et aussi, les compagnies de marketing
marketing, c'est ça leur travail. Donc, c'est justement de trouver un narratif en disant qu'il n'y a pas de danger. La première fois quand je me suis impliqué dans ce combat, il dit, bon, on suit ce qu'il y a sur l'étiquette. Alors, moi, j'ai lu les étiquettes. Alors, il y a des fois, donc, il y a 100 pages et où il y a justement des têtes de mort dessus. Il y a toute une liste de choses qui sont délétères s'ils ne sont pas utilisés comme il faut. Syngenta, il y a 12 employés qui sont allés à l'hôpital. Et le EPA, l'Agence pour l'environnement, donc c'est Trump qui a changé le leadership. Et donc, il y a 12 employés qui sont partis à l'hôpital pour la mauvaise utilisation de chlorpyrifos. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas, que ces produits sont sans danger. Désolé si je vous semble un petit peu passionné, mais il s'agit de ma communauté. Merci. Alors, vous, le chlorpyrifos, dangereux, pas dangereux d'après vous? Je pense. Oui, il n'y a pas de danger. Alors, quelles sont les preuves que 50 années d'études? Donc, il faut les utiliser. Où sont ces études? Alors, elles ont pas été. Où sont les preuves? Alors, s'il n'y a pas de problème, pourquoi est-ce que l'industrie ne publie pas ces études scientifiques? Alors, il y a une différence. Je parle pour les États-Unis, bien sûr. Et la façon dont sont élaborées les réglementations. Nous ne produisons pas un produit aux États-Unis, nous ne le commercialisons pas et nous ne disons pas ensuite aux contribuables, vous devez payer pour prouver que c'est sans danger. Alors l'EPA a des règles, des normes, donc vous devez satisfaire ces critères dans pour vos études, dans 2 laboratoires. Des fois, on le fait aussi, c'est multicentrique et qu'elles doivent être reproductibles, ces études, et pour que ces produits puissent être approuvés en premier lieu ou pour être réenregistrés. Le chlorpyrifos, il n'y a pas d'études scientifiques démontrant qu'il y a danger si c'est utilisé comme il le faut. Il y a une étude épidémiologique qui a fait un lien entre le chlorpyrifos et des résultats délétères. Alors, de nouveau, il y a une étude épidémiologique qui a des afférences statistiques et une étude scientifique où on peut montrer qu'il y a danger. Et donc, ils se sont trompés dans le film aussi parce qu'il y a donc un des scans du cerveau où on montre que les cerveaux des enfants. Si vous y pensez de façon scientifique, donc ils ont fait une expérience sur les enfants, ils leur ont nourri, ils leur ont donné des pesticides. Non, bien sûr que non. Ils ont trouvé des gens qui présentaient des traces et ensuite ils ont fait des scans de leur cerveau et ont tiré la conclusion de l'effet délétère. Alors, moi, je n'aime pas plus les gens qui font du marketing. Alors pensons au film. C'est un film qui a été créé par des juristes. Alors, au début, ils ne divulguent pas le fait que les gens, alors ils disent des agriculteurs. Ce sont tous des gens qui, justement, font partie d'une affaire juridique. Donc, ils font tous partie d'une cause. Alors, les sociétés, les entreprises auraient pu participer. Ils ont été invités pour justement commenter. Moi, je ne vais pas vous dire, je ne peux pas dire pourquoi telle ou telle société n'a pas désiré répondre. Moi, ça ne me pose pas souci. Moi, ça ne me pose pas le problème d'interdire des tas de choses. Moi, j'étais derrière sur l'interdiction du méthylbromide. Et maintenant, c'est un produit chimique à usage limité. Parce qu'on le trouve dans la nature. Il y a des années en arrière, on n'avait pas fait assez d'essais pour être sûr. Mais avec le recul, on peut pas dire, alors que les glyphosates, on dit que ce n'est pas dangereux. Et que si ça change, dans 10 ans, moi, je serais tout à fait d'accord de l'interdire. Mais c'est des produits qui existent depuis des années. Oui, on les utilise depuis des années, mais est-ce que c'est ça là la preuve qu'ils sont sans danger? Je pense que votre point de vue doit être assez différent. J'aimerais réagir, mais en tout premier lieu, quand vous dites que vous accusez les gens dans le film de ne pas divulguer leurs intérêts, j'aimerais que vous fassiez de même, divulguer pour qui vous travaillez. Now we have a special performance here. I work for the American. I appear on a lot of panels. Alors c'est vrai que je participe à bon nombre de panels
où il y a toujours un groupe très passionné qui ne sont pas forcément d'accord avec les preuves scientifiques. Alors moi, chaque fois, j'enlève une veste où quelqu'un semble dire que justement je représente les entreprises. J'ai 52 ans et donc vous n'avez certainement pas envie de me voir tout nu. Nous sommes financés par des fondations, des personnes comme vous. Moi, je vous encouragerai tous et tous d'envoyer un chèque au Conseil de sciences américaine et à ce moment-là, vous demandez que j'écrive. Vous n'avez pas de lien financier à Monsanto, Syngenta ou BASF. Non, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Si il y a quelqu'un de Syngenta, envoyez-nous un chèque, ça ne changera rien sur ce que nous allons écrire. Et donc, nous sommes une association à but non lucratif. Nous acceptons de l'argent de qui que ce soit, excepté les sociétés de tabac, car nous sommes contre le tabagisme depuis 40 années. Et c'est la seule fois où on dira nous n'encaisserons pas un chèque. Mais moi, je prendrai un chèque de toute entreprise, d'hommes politiques, d'avocats. Alors, il y a une publication américaine qui révèle des documents secrets. Vous connaissez ce document-là? Oui, bien sûr. Ça, c'est votre relevé financier de 2013. Et quand j'ouvre, je regarde d'où vient l'argent. Alors, $1,5 million de Chevron, Coca-Cola, Bristol Myers, Syngenta, McDonald's. Then you have, in terms of the potential source, au niveau des sources potentielles, les différents donateurs, CropLife, Monsanto, British American Tobacco, Dow, Agro, Exxon, Philip Morris, BASF, Merck, a long list still sticks to the statement that you're independent from industry. Vous prétendez toujours être indépendant de l'industrie. Et je ne sais pas si vous connaissez ce document qui est intéressant, qui vient justement d'un procès au sujet de l'atrazine aux États-Unis. Et c'est un document interne à Syngenta, ça s'appelle et donc la base de données de tiers. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Vous êtes noté comme vous êtes une des parties prenantes tiers. Moi-même, vous devez être content. Moi, mon nom, comme étant une partie prenante tierce. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec la déclaration que vous êtes totalement indépendant de l'industrie de sociétés telles que Syngenta? Tout à fait. Peu importe. Why wouldn't it matter? C'est en 2015 que j'ai rejoint le Conseil et une fois que dès que je suis arrivé, donc où est tout l'argent des entreprises? Parce que moi, je vous encourage à aller sur le Conseil américain sur la science et la santé. Allez voir leur site et vous verrez pourquoi vous ne devez pas faire confiance à ce film. Ça a été payé par des avocats. Je n'ai pas eu une réponse à ma question. Bon. Je la répète pour la troisième. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Est-ce que vous répétez que vous êtes totalement indépendant des entreprises que vous avez mentionnées? Ça, c'était en 2013. Il y a une différence entre un document qui est exigé et un financement. Allez-y. Alors, j'ai un troisième document. I told you, I've been to these talks. This happens every single time. Go ahead. So this one is from 2015. Ça vient de 2015. C'est un email de Syngenta. C'est un email d'un de vos collègues qui écrit à Syngenta au sujet de l'atrazine. Donc, chers amis de Syngenta, nous serions heureux de faire une étude sur l'atrazine. Ça vous coûtera $100,000, plus l'argent que vous contribuez de façon régulière à nos travaux. Et donc, nous n'avons pas reçu $100,000. Alors, je vais devoir continuer à enlever mes vêtements. J'aimerais parler de film, on peut parler de moi, je suis ici de toute façon. Je pense que c'est pas parce que je défends la science que je suis un allié de Syngenta. Il y a des gens qui comprennent peut-être pas pourquoi vous enlevez des vêtements, mais Gary, vous voulez ajouter quelque chose? Alors, c'est difficile d'être assis ici quand on omet de dire la vérité.
Alors, les personnes qui sont dans le film et les personnes qui financent, Pierce Brosnan n'est pas un avocat, n'est pas avocate, et ils n'ont pas initié ou procédure juridique. Mais oui, moi, ma société, en revanche, a entamé une procédure judiciaire contre Syngenta et ça a commencé il y a un an après que le film soit pratiquement terminé. Et c'est pour forcer Syngenta à respecter nos lois environnementales. C'est pas pour obtenir de l'argent, mais c'est pour être conforme à nos lois environnementales. Et chaque personne qui apparaît dans ce film, je les connais, et il n'y en a aucune de ces personnes, excepté la personne qui parle de la santé alimentaire, et aucune personne n'obtient un gain financier. Ce n'est pas une déclaration juste de dire que toutes les personnes impliquées dans le film, ce sont des avocats et qui sont payés. Merci. Laurent. Because I wanted to respond to your previous question j'aimerais répondre à votre question. Alors, pourquoi il y a encore tous ces pesticides disponibles sur le marché? Alors, ce que l'industrie réitère sans cesse quand vous montrez les données sur les glyphosates, dans 80% des aliments, pesticides dans l'eau, et ils disent toujours qu'en fait, c'est sous le niveau autorisé et que tant que ça reste à ce niveau-là, vous n'avez rien à craindre. Les niveaux auxquels on voit justement des effets délétères, c'est beaucoup plus élevé. Et en Suisse, ils ont trouvé des glyphosates dans la bière, dans les pâtes, mais il est qu'il faudrait ingérer 70 kilos de pâtes par jour pour que cela présente un danger pour votre santé. Et en fait, c'est ça le problème. Parce que ils redéfinissent la limite à laquelle ça ne pose pas de problème d'en manger tous les jours. Alors, qui définit les limites? C'est basé sur des études de toxicité que l'industrie réalise en se basant sur des directives que l'industrie a développées. Et toutes ces études sont soumises aux États membres, en Europe du moins. Et les États membres sont censés réviser, examiner toutes les études, voir s'il y avait des problèmes. Et qu'on a vu avec les études Monsanto, ça a été pratiquement des copier-coller. Et les représentants des États membres qui supervisent ce processus ont toujours des liens avec l'industrie. Ça a été le cas des glyphosates. Puis, ils sont aussi censés examiner des études dans la littérature publique, mais en fin de parcours, ils ne les prennent pas en considération. Parce qu'il a été démontré récemment par une association, ils ont examiné 7 nouvelles études d'évaluation de risque pour les pesticides et ils ont trouvé 500 études montrant des effets délétères sur la santé en lisant toute cette littérature publique, et ils ont trouvé dans le dossier qui a été soumis par l'industrie, ils n'avaient identifié que 25%. Et ensuite, lorsqu'ils ont regardé les évaluations qui ont été effectuées, ils ont trouvé que pas une seule des études a été prise en considération et que ce n'était pas assez solide pour être pris en compte pour fixer la limite. Et ce sont les études de l'industrie qui sont utilisées pour déterminer les limites. Alors, vous dites qu'il n'y a pas d'études indépendantes sur les pesticides. Il y a bon nombre d'études indépendantes, mais on ne les prend pas en considération dans le processus d'évaluation du niveau de risque et l'atrazine aux États-Unis. Et il y avait toute cette controverse, à savoir est-ce que ça a un impact sur les amphibiens. Il y a une étude dans laquelle c'est financé par Syngenta qui a montré qu'il y a des toutes petites teneurs d'atrazine. Vous avez donc les grenouilles mâles deviennent des femelles, et Syngenta a arrêté les travaux et a interdit aux scientifiques de publier leurs travaux, et Tyron Hayes, qui est un scientifique, a publié sa propre étude. Et en fait, il y avait 75 études sur l'impact de l'atrazine sur les amphibiens, et ils ont basé leurs décisions
sur seulement une étude qui était l'étude financée par Syngenta. La conséquence, c'est qu'il y a des décisions qui dépendent, qui sont basées sur des études indépendantes, très peu, parce qu'il y a un niveau de collusion incroyable. Ce n'est pas le seul problème. Il y a aussi le problème de l'effet cocktail. Vous dites, OK, voilà, il n'y a pas de danger d'avoir cette teneur en glyphosate, mais vous êtes exposé à des dizaines de glyphosates de sources diverses et variées. Et ça, ce n'est pas pris en compte non plus. Et aussi, ils ne testent pas les effets chroniques de tous les autres produits qui viennent avec les pesticides. Ils ne ciblent pas éventuellement les nouveau-nés ou les fœtus, mais dans les tests, ils ne prennent pas en compte et ils le font sur des rats et des souris parce qu'ils ne font pas de tests sur l'homme, mais sur les rongeurs, mais pour ce niveau d'innocuité, ils ne prennent pas en compte toutes les données, par exemple sur les amphibiens, parce que ils ne prennent en compte que pour fixer les limites, ils ne prennent en compte que les études sur mammifères. Alors les rats vivent 2 ans et ils font les tests sur des rats adultes et ensuite ils voient le niveau, la quantité où il n'y a pas d'effet sur les rats et ils décident que c'est ça le niveau où il y a sécurité pour l'humain, mais avec un facteur de sécurité de 100 parce qu'on ne sait pas quelle est la différence entre le rat et l'humain. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a il y a beaucoup de possibilités de manipulation de ces études. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de manipuler ces études, bien évidemment. Et dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'une des lacunes dans le système, c'est que les perturbateurs endocriniens, on a réalisé que certains produits chimiques qui n'ont pas cet effet dose linéaire, et il y a donc cette courbe en U, et vous testez donc une dose élevée, et vous arrivez à trouver la dose où il n'y a pas d'effet, et vous partez du principe qu'en dessous de ce niveau, il n'y a pas d'effet, mais il y a des pesticides comme l'atrazine et d'autres perturbateurs endocriniens, les effets remontent à des doses inférieures à la dose qui avait été fixée, parce que les systèmes hormonaux au sein de notre corps réagissent à des doses très très basses, et ça c'est pris en compte du tout. Lorsqu'ils déclarent que le niveau de glyphosate auquel nous sommes exposés dans les pâtes et les bières n'ont jamais été testés. Dans votre rapport, M. Bashko-Tuncat, dans votre rapport aux Nations Unies l'année dernière, et vous avez parlé des effets catastrophiques des pesticides et estimé 200 000 morts d'empoisonnement aigu. Alors ces preuves, vous les avez trouvées où? Nous avons regardé toute la littérature et nous avons pris ces chiffres des études les plus fiables par rapport à l'empoisonnement au mondial. Il y avait des empoisonnements aigus, environ 90 000 qu'on a étudiés. Et il y a une association commerciale qui représente Monsanto et toutes ces entreprises vendant des pesticides. Et ils ont sorti un fait intéressant dans leur réponse. On dit, en fait, la FAO ne fait pas de surveillance, de monitoring des empoisonnements aigus. Ils ont les chiffres, mais on ne sait pas combien de gens meurent d'empoisonnement aigu ou de maladies chroniques. Et les chiffres sont absolument épouvantables. Mais j'aimerais revenir sur quelque chose que Laurent vient de dire. Les perturbateurs endocriniens, et j'ai trouvé quelque chose de très éloquent. Dans le débat européen avec tous les produits chimiques qui interfèrent avec notre système hormonal, l'Agence européenne de protection des récoltes
a dit que si la Commission européenne appliquait les critères développés par la direction environnement pour diminuer l'utilisation de ces produits chimiques, 40% des pesticides seraient retirés du marché. Je pense que c'était en 2012 ou 2013. Cela signifie que 40% des pesticides qui sont sur le marché interfèrent avec le fonctionnement normal du système hormonal d'enfants en croissance. Et lorsque nous avons soumis notre rapport au Conseil des droits de l'homme, la première chose que des groupes industriels ont répondu, il n'y a pas d'impact sur la santé. Il n'y a pas de preuve qu'il y a un lien entre les pesticides et une maladie XY. Qu'avez-vous répondu? Mais nous n'avons pas répondu, pour être honnête. Mais on veut aller où? C'est comme avoir une conversation avec un sceptique en disant qu'il n'y a pas d'effet sur la santé par les pesticides. C'est quelque chose qui est absolument affreux. Donc, on sait que les pesticides affectent le développement et de dire que ce n'est pas le cas, c'est une violation des droits de l'homme. C'est notre argument de défense. J'aimerais encore ajouter une chose, s'il vous plaît, si vous le permettez. Merci d'avoir parlé de Tyrone Hayes, parce que son cas est quelque chose de très important. C'était le scientifique qui travaillait chez Syngenta qui a découvert tous ces effets négatifs, notamment de l'atrazine sur les amphibiens. Il a été en quelque sorte poussé hors de Syngenta, il a été discrédité. Et je pense que nous, en tant que communauté des droits de l'homme, devons avoir beaucoup plus de sensibilité et de gratitude à l'égard des scientifiques qui font quelque chose en faveur de la protection des droits de l'homme. Il y a une attaque sans précédent sur la science et sur les scientifiques. Et il semblerait que c'est une attaque sur nos droits humains. Et j'encourage toute personne ici présente dans la salle qui sent qu'elle aura une occasion de dire que, voilà, les scientifiques peuvent être des défenseurs des droits de l'homme et il faut les respecter comme on respecte des juges, des avocats qui sont vraiment sur le front pour défendre nos droits humains. Ils sont en première ligne. Juste une question. Je pense que vous devez un petit peu demeurer plus sur le lien entre la science et les droits de l'homme, ou les droits de l'homme et les pesticides. Quel est le lien entre les deux? Où est-ce que ça pourrait toucher les droits de l'homme? Vous pouvez aller regarder dans n'importe quel traité des droits humains et sortir un certain nombre de choses. C'est incroyable le nombre de droits de l'homme qui sont impliqués. Il y a d'abord le droit de l'information pour commencer. Et il faut parler de l'impact de ces pesticides. Et on tire un lien avec le droit à la vie, à la santé, à de l'alimentation sûre, avec des bonnes et avec une protection des communautés qui sont victimes des vents qui font dériver les pesticides, le droit des enfants. Le commentaire sur le droit des enfants est une remarque qui est très forte. Et c'est ce qui nous permet de se pencher sur la question des pesticides, parce que on n'a qu'une marge étroite des substances toxiques qui sont sur le marché qu'on limite. Donc, le fait de ne pas être soumis à des expérimentations scientifiques sans consentement préalable, je pense que ces articles ne sont pas assez utilisés par les militants de l'environnement et aussi il faut respecter les droits de l'homme et protéger quelqu'un de l'exposition à des substances toxiques. Et comme l'a dit Laurent, c'est une violation des droits de l'homme d'être exposé à des substances. Donc,
si tout cela touche tous ces droits humains, pourquoi est-ce que les gens de Hawaï ne peuvent pas poursuivre des entreprises pour une violation des droits de l'homme, puisqu'ils exposent les gens à ces substances toxiques? Vous avez essayé de le faire? Oui, il y a beaucoup de choses à faire devant les tribunaux maintenant, pas seulement du point de vue des droits de l'homme, mais on a parlé d'une affaire dans le film, je pense, c'est un dossier de l'administration EPA, et en disant qu'il s'agit de racisme et qu'il s'agit en quelque sorte d'une violation des droits civils, puisque ce sont des gens de couleur qui sont concernés. Donc, il y a aussi différentes affaires devant les tribunaux sur la qualité de l'air, sur le cancer, sur... Si, par exemple, Malia Chan, par exemple, est une femme hawaïenne qui a 2 filles, elle vit tout près des champs, et elle a le droit de respirer de l'air qui n'a pas de pesticides, parce que les vents les ont portés plus loin. Donc, chaque fois qu'ils font des tests, on trouve vraiment des dérives de pesticides. On les trouve dans les cheveux des enfants, on les trouve partout, ces pesticides. Et l'industrie dira, voilà, c'est qu'une quantité négligeable. Et nous, on dit simplement, il ne faut pas qu'il y ait une quantité négligeable pendant 20 ou 30 ans a un effet négatif sur la santé. C'est certain. Vous regardez l'université de Columbia, Berkeley, il ne manque pas d'études par rapport à l'impact chronique. Et c'est un droit de l'homme de pouvoir boire de l'eau propre et de respirer de l'air propre, à mon avis. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Je peux très bien imaginer, si on parle de l'air pur, ça semble être quelque chose d'évident. On entend parler de Tyrone Hayes. Oui, il a publié un document parce qu'il a été discrédité parce qu'il y a une audience urgence par l'EPA sur son étude, et son étude n'a pas pu être utilisée parce qu'il a refusé de montrer ses données. Il a fait une capture d'écran, il l'a publié dans le journal. Il avait un ami aux États-Unis parmi les scientifiques. Il a pu en quelque sorte faire publier son article sans passer par la revue par les pairs. Donc, bien sûr que les grenouilles mâles font un bruit spécifique. Et lorsqu'elles font moins ce bruit, elles se féminisaient. Et ça a choqué les États-Unis parce que les grenouilles sont un indicateur pour les espèces. On sent qu'ils sont extrêmement importants si on est sur cette pente glissante vers la catastrophe. Et moi, je vis en catastrophe. Il vit en Californie, on est allé le trouver, donnez-nous les données, on aimerait les utiliser. Il a refusé de les montrer, ces données n'existent pas, donc il a été discrédité, à juste titre. Donc, on le considère comme le flambeau des droits de l'homme, comme le phare, mais et ce produit dont vous parlez avec de l'atrazine était déjà en train d'être réenregistré parce que l'EPA a trouvé que c'était un produit inoffensif. Ensuite, il y a eu une autre audience en 2010. Ça, c'est plutôt de la politique que les sciences. Les administrations ont changé, les gens à l'EPA ont changé. On a voulu découvrir si c'était vraiment précis. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait qu'il faut être précoce, qu'il faut être prudent. Bon, moi, j'ai grandi dans une ferme bio, pardon. Et je suis entré dans un groupe de recherche américain. Ma famille a vécu dans la même vallée en Pennsylvanie depuis 1720. Si je trouvais que ces produits étaient nocifs pour mes enfants ou ma famille, alors je fais du sport. Ce serait horrifiant pour moi. Je veux que mes petits-enfants jouissent de la nature comme moi j'en jouis. Bon, on peut descendre les sciences ou pas, être lié à une entreprise.
il faut vraiment se concentrer sur les produits qui sont vraiment nocifs et puis pas essayer d'aller devant les tribunaux avec chaque produit. Il y a 50 ans, une part sur 1 million était considérée comme zéro parce qu'on ne pouvait pas le mesurer. Mais maintenant, on peut même mesurer beaucoup plus avant. C'est une goutte dans 250 bassins olympiques. Mais le fait, en fait, ces pesticides ne viennent pas tout seuls. Si on demande, si on regarde ce qui se passe à Hawaï, on ne sait pas même quels sont les pesticides utilisés, puisque les entreprises refusent de donner les informations. Merci de nous rappeler cela. La bataille à Hawaï est avant tout une question de divulgation. Dites-nous ce que vous faites. Vous n'avez pas à nous donner vos secrets commerciaux. Dites-nous pour que nous puissions avoir un consentement éclairé, que nous puissions prendre nos propres décisions. Ils ont refusé de le faire. Et il y a aussi une mise en garde. Divulguez et ne le faites pas près des écoles et des hôpitaux. Voilà, c'est juste un devoir de diligence. Et je connais très bien Dr. Hayes. Et si vous êtes intéressé à la vérité, je vous encourage à faire une recherche. Tyrone Hayes, New York Magazine, Atrazine. Ils ont publié des documents essentiels pour montrer à quel point il a été ciblé de façon très perverse. Et vous avez tous les articles. Et évidemment, cela intimide d'autres scientifiques de se lancer dans ce travail. Si vous fêtes un travail qui critique une industrie, sont immédiatement attaqués, de même les politiciens. Tout le monde est attaqué, oui. Je pense qu'il faudrait reprendre la question de la responsabilité. Qui est-ce qui est vraiment responsable de ces impacts sur la santé? C'est l'État? Les juges? Qui est-ce qui a envie de répondre à cette question? Tosca? L'ONU? Certainement pas l'ONU. Pourquoi pas? Ils pensent qu'ils sont immunisés. Je pense qu'il y a la théorie et la réalité. La théorie, c'est que les entreprises ont une responsabilité quant au fait que leurs produits sont inoffensifs. Et ensuite, il y a la réalité. C'est que ce sont les victimes qui portent le fardeau. C'est elles qui vont avoir des handicaps, développer des maladies par la suite et qui vont porter les frais aussi, supporter les frais, qui vont perdre aussi une productivité de leurs terres et de leurs moyens de survie avec les récoltes qui sont de plus en plus résistantes aux pesticides. Voilà. Mais dans ce cas, est-ce que les gouvernements d'États tels que Hawaï devraient également assumer une responsabilité et imposer des lois et des réglementations? Je suis d'accord. C'est les directeurs exécutifs qui devraient payer le prix. Ils devraient payer le prix moral et le prix en dollars et qui devraient être tenus pour responsables. Et ce n'est pas les gens qui sont dans les petites fermes. Ce sont les politiciens qui nous doivent des comptes. Et finalement, les gens qui doivent aussi des comptes, c'est nous. Si nous ne faisons rien, si nous n'élevons pas la voix, si nous ne faisons pas du lobbying, si nous n'élisons pas des gens qui représentent l'eau propre et l'air propre, c'est un droit auquel les gens ont droit, alors nous devons rendre des comptes. Nous sommes responsables. Et c'est la seule façon d'agir. Mais vous avez essayé de le faire ensemble avec beaucoup de gens de Hawaï, mais vous n'avez pas tellement réussi. D'après ce que j'ai compris. Est-ce que ça, ce n'est pas frustrant? Oui, c'est frustrant. C'est très frustrant. Mais on peut toujours renoncer. Un de mes amis a dit, si tu renonces, tu vas leur donner les clés. Et moi, je ne suis pas d'accord de donner les clés. Si vous mesurez l'impact dans ma communauté actuellement par rapport à ce qui se passait il y a 5 ans, je pense que ma communauté est beaucoup plus sûre
Grâce au travail que j'ai accompli et de toutes ces 4 000 personnes qui ont manifesté, nous avons fait passer une loi, nous avons perdu devant les tribunaux, nous n'avons pas eu tellement de succès. Mais la pression du public sur les entreprises a fait qu'elles ne seraient plus près des écoles. Et ils sont en train d'essayer de faire des structures closes de 12 millions qui leur coûtent 12 millions de dollars. Donc, les gens sont plus informés, donc les entreprises ont subi des pressions et la communauté est meilleure. Nous sommes engagés à Hawaï d'essayer de trouver, de détecter, de trouver de nouveaux politiciens et de les former au niveau du comté et au niveau de l'État qui sentent la même urgence que nous. Il ne s'agit pas que de pesticides, il s'agit aussi de changement climatique et de disparités économiques. Il faut vraiment que nous éligions des gens qui vont faire la différence, qui vont apporter le changement, et pas seulement se mettre du côté de l'industrie chaque fois qu'ils ont à prendre une décision. Mais aussi longtemps qu'il y aura des intérêts industriels aussi puissants, autant qu'il y aura tellement d'argent en jeu, vous pensez vraiment qu'il pourra y avoir un changement et qu'il y aura une nouvelle génération de politiciens? Oui, je le pense et je me dois de penser de cette façon-là. Alors sinon, qu'y a-t-il d'autre à faire? Et donc, vous avez une stratégie quadricéphale. Nous sommes sur le terrain, nous faisons des manifestations, on a des bannières, et on explique, nous sommes sur le terrain, nous sommes aussi devant les tribunaux. Donc, Syngenta, on a entamé des procédures. On est là pour essayer justement de faire adopter des lois et de convaincre des hommes politiques et d'en élire d'autres. Oui, nous faisons une différence. Et c'est à 4 niveaux, et c'est beaucoup à voir avec l'éducation. Vous pouvez rentrer chez vous en sachant que ce qui se passe, à Hawaï, et Syngenta en fait partie. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'en parler. Il y a une initiative en Suisse. Ça, c'est ma prochaine question à Laurent Cabrel. Oui, on parle justement de l'initiative du business responsable. Pour vous donner une idée, c'est une initiative qui a été lancée par une coalition d'organisations de la société civile. Et Laurent, quelle en est l'idée? Et cette initiative est basée sur et justement donc au sein au Conseil des droits humains, à savoir que l'État a un devoir de protéger, mais les entreprises aussi doivent respecter les droits humains. Et cette initiative est là pour rendre opérationnel ce concept en Suisse. Alors ce que cela veut dire très exactement, c'est la due diligence. Et c'était assez étrange lors de la campagne. La campagne sur l'initiative a démarré. Syngenta a été mentionné, s'est exprimé dans les journaux et a dit que l'initiative était pour que les entreprises soient responsables en Suisse pour les violations des droits humains dans leur chaîne d'approvisionnement ou leur supply chain. Alors, en gros, ce qu'il disait, c'est que il y aurait beaucoup de procès initiés parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la supply chain avait enfreint les droits humains. Et c'est ce que disait Syngenta. C'est assez ironique parce qu'en fin de compte, Syngenta, bien sûr, ne parlait pas de leur supply chain. Nous, on parle de leurs produits. Et un autre aspect qui est assez ironique aussi, c'est que l'initiative, il ne s'agit pas de procédures, il s'agit de prévention. Et la façon de s'y prendre, c'est par le mécanisme de due diligence. Et les entreprises ont une obligation de due diligence. Que cela veut dire, tout d'abord, vous devez évaluer les risques de violation aux droits humains de vos activités. Ensuite, vous agissez pour justement mettre un terme aux violations des droits humains. Troisième étape, vous évaluez si ce que vous avez fait a apporté une solution au problème identifié. Et numéro 4, vous rendez tout cela public et vous informez le public sur ce que vous avez fait. Et regardons un petit peu Hawaï. Syngenta n'a rien fait tout cela. Alors on ne sait pas s'ils ont évalué le risque parce qu'ils n'ont rien publié sur le sujet. Nous ne savons pas non plus ce qu'ils ont fait pour réduire le risque. Mais en revanche, ce que nous savons, c'est que ils ont initié une procédure contre vous parce que tout simplement parce que vous vouliez savoir quels étaient les pesticides qui étaient justement vaporisés et ils n'ont rien rendu public. Et moi, dans ce cas-là, je dirais qu'ils sont ou qu'ils étaient en violation de leurs obligations liées aux droits humains. Et Syngenta a vendu
son business hawaïen à une société basée aux États-Unis. Alors cette initiative, si elle aboutissait, qu'elle pourrait aider les gens de Hawaï, ça ne changera rien par rapport aux obligations de due diligence. L'obligation de due diligence s'applique, que ce soit vos propres activités ou que ce soit les activités de votre fournisseur. Et ce qui change, en revanche, si ce n'est plus Syngenta qui effectue des opérations dangereuses, c'est qu'ils ne seront plus responsables en Suisse. Et dans ce cas-là, on ne pourrait pas initier des procédures civiles en Suisse parce que ce n'est pas la société, mais c'est le fournisseur. Et la responsabilité civile, dans le cas de l'initiative, ne s'applique qu'à la société ou ses filiales. Est-ce que ça pourrait aider à Hawaï? Très rapidement, Syngenta a vendu ses opérations à Kim China et à Hartung Brothers. Et si vous lisez les documents, lorsque la vente a été réalisée, c'est un arrangement un petit peu de sous-traitance. Syngenta dit clairement, vous achetez ceci, mais vous allez continuer à fournir les services pour nous. Vous allez continuer à faire la même chose. Et ça fait à peu près une année, rien n'a changé. Il y a les mêmes employés, les mêmes produits, et je pense qu'ils font ce travail pour Syngenta, et les baux sont toujours au nom, les baux pour les terrains utilisés pour les tests sont toujours au nom de Syngenta. Alors, que pensez-vous à cette façon de faire pour résoudre le problème? Est-ce que vous avez bon espoir? Est-ce qu'il y a d'autres façons de procéder? L'idée qui est d'exiger des entreprises de faire une due diligence des droits humains par rapport à leurs fournisseurs et leurs activités. Donc, ça me semble assez logique, c'est du bon sens. Et il devrait déjà être en train de le faire. Et ce que moi, j'ai découvert lors de mes entretiens avec les représentants de l'industrie chimique, c'est que si on les compare à d'autres industries, les industries d'extraction minière, eh bien, l'industrie chimique, y compris les industries agrochimiques, c'est qu'ils sont vraiment des années-lumière en arrière sur la mise en œuvre des directives des Nations Unies et la mise en place d'une due diligence. C'était vraiment choquant. Et un exemple positif, c'est BASF. Alors, j'ai eu l'occasion de m'asseoir et d'écouter ce qu'ils ont mis en place. Mais quand j'ai rencontré d'autres entreprises, d'autres sociétés, zéro pointé. Rien. Et ce n'est pas ce que l'on voit dans d'autres industries. Et alors, ces politiques de due diligence devraient être une exigence et ça aiderait énormément au niveau des responsabilités des entreprises qui fabriquent et distribuent des pesticides. Alors, c'est vrai que Gary, qui est venu de très, très loin, est-ce que vous avez espoir que votre paradis ne sera plus empoisonné d'ici une décennie ou est-ce que c'est mission impossible? Non, j'ai espoir et je garde espoir. Il nous faut garder l'espoir. Il faut y avoir une due diligence et il faut être engagé. Je sais que donc les gens qui apparaissent dans ce film et ne vont pas laisser tomber, nous continuerons à nous battre. Et dans l'arène politique, et j'y ai passé 18 ans au pro, et il faut être persistant. Et c'est comme ça que l'on gagne. Et les politiques qui ne vous croient pas, et ils veulent que vous disparaissiez, et il y aura de plus en plus de réglementation. Et alors, il y a de plus en plus d'éducation au jour le jour. Il y a de plus en plus de gens qui achètent du bio et font plus attention à ce qu'ils mangent. C'est un phénomène mondial, et on en fait partie de ce phénomène. Alors, permettez-moi juste de dire une chose. J'avais dit au début qu'un des gros mensonges, je sais qu'ils doivent nourrir le monde. Au sein de notre communauté, il y a à peu près 10 000 de terrains utilisés pour les tests de maïs OGM. Ils disent, si on perd ces champs, on ne va pas pouvoir nourrir le monde. Mais vous aussi, vous suivez, vous faites une étude de traçabilité. Ce maïs n'est pas utilisé pour nourrir le monde. Non, c'est pour nourrir le bétail. Et vous n'allez pas utiliser, vous n'allez pas nourrir le monde avec justement du sirop à une teneur élevée en fructose. Et il y a des scientifiques qui travaillent sur
sur des utilisations positives. Mais les utilisations dont on parle, surtout avec le maïs, ce n'est pas pour nourrir les humains. Il n'y a pas juste les dégâts des pesticides, mais aussi les dégâts qui sont transmis justement à la viande et à la santé humaine. Et permettez-moi juste d'ajouter quelque chose. On pourrait continuer des heures, mais il nous faut maintenant donner au public la possibilité de poser des questions. Merci beaucoup, Gary. J'aimerais vous remercier tous. Now let's open the panel for questions. L'heure est venue pour vous, le public, et vos questions, vous pouvez les poser en français et en anglais. On pourra les traduire. Alors, qui veut se lancer? Yes, please. Bonjour, merci surtout pour le film et encore pour tout le débat. Gérard Scheller, je suis de formation scientifique, avec une différence avec certains, c'est que je n'ai jamais été payé par des entreprises dans ma vie. Donc, ce que je vois, c'est qu'en fait, le film prouve, on peut dire prouve, qu'il y a une forme de génocide en Hawaï. Ce génocide, je veux dire, il faudrait pouvoir attaquer les entreprises, bon alors c'est Syngenta, mais etc. Et je suis très content que vous ayez parlé d'une initiative. Alors il y a en fait deux initiatives. Il y en a une, et ma question ça va être un petit peu, est-ce que vous pensez que ça va faire bouger les choses, enfin, donc la première initiative, c'est celle de cette initiative suisse qui veut des multinationales responsables et sur laquelle on va voter en Suisse. Hein. Donc ça, il y a un espoir là. Le Conseil fédéral était contre en disant de toute façon, on va demander aux entreprises d'être plus gentilles avec le monde. Je veux dire, ça c'est n'importe quoi, ça marche pas, il faut contraindre. Et il y a une deuxième initiative importante à l'intérieur de l'ONU aux droits de l'homme. C'est une initiative qui correspond, qui est en fait un mandat dans lequel on demande au niveau de l'ONU de rendre les... S'il vous plaît, monsieur, oui. Pas trop long, s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'être court, je ne trouve pas le mot, d'avoir un traité contraignant. Ils appellent ça traité contraignant, et c'est géré par l'Équateur. Et en fait, ce traité contraignant, c'est en fait faire en sorte que les multinationales n'aient plus d'impunité, d'impunité. Donc ça veut dire que moi je pense que ces deux initiatives conjointes, c'est des éléments qui pourraient faire changer complètement l'attitude des multinationales. Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a de l'espoir autour d'initiatives de ce type? Merci. C'est pour whom this question? Oui, ONU et... Who would like to comment? Is it okay if I respond in English? Thanks. Alors, j'ai eu l'opportunité de participer l'année dernière pour la toute première fois aux négociations du traité sur les multinationales et l'aspect prévention dont parlait Laurent a un énorme potentiel. Et donc, alors par rapport à l'impunité, ça, j'en suis un peu moins convaincu. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des entreprises où qu'elles se trouvent qui font des due diligence droits humains sur leurs activités et les activités de leurs fournisseurs et de leur chaîne d'approvisionnement. Je pense que ça pourrait s'avérer fort utile. Pour ma part, j'ai plus ou moins décrit mon point de vue sur cette initiative suisse. Ça peut faire toute la différence. Et je ne suis pas absolument convaincu que ça va tout résoudre, parce qu'en fin de parcours, on pourrait arriver au point où on peut discuter
à savoir si ce que fait Syngenta, ça suffit ou non. Et on pourrait arriver à une situation très, très complexe. Par exemple, le paraquat. Ils font des tas de choses pour réduire les risques de l'utilisation de paraquat. Alors, ils le disent en formant les agriculteurs sur comment utiliser les paraquats en toute innocuité, et ils utilisent un étiquetage qui décrit les dangers et expliquant la façon de bien l'utiliser. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est de prendre en compte les risques, et ils n'arrivent pas à réduire ou éliminer les violations des droits humains. Alors, à savoir s'il faut discuter avec les sociétés, les entreprises pour savoir si ce qu'ils font, ça suffit ou non. Alors, de mon point de vue, une des différences qui serait apportée par cette initiative, c'est qu'ils seraient au moins obligés de rendre public ce qu'ils font, d'en faire rapport, et l'évaluation des risques, et ce qu'ils font, est-ce que ça marche pas, et l'État ou des ONG ou des citoyens qui pourraient examiner ça après et pourraient soulever le point, à savoir ça ne suffit pas et il faudrait faire plus. Et ce serait un processus continu, un combat continu. Et même si on obtient le vote de cette obligation de due diligence, alors le traité, oui, ce serait bien, ça va prendre un peu de temps avant d'arriver à ce que ce traité soit approuvé, parce que la Suisse, je ne parle pas des États-Unis, mais d'autres pays de l'Union européenne opposent l'initiative, et le risque, c'est d'avoir un traité qui ne sera pas signé par les pays qui sont à l'origine du problème. C'est un risque, mais on va continuer à lutter. Qui veut poser la prochaine question? Oui. Could you introduce yourself, please? Alors, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir. Yes. Je me présente, Christophe Bosson, je suis agriculteur sur Genève. On m'a demandé de faire une petite intervention. J'utilise des phytos de manière raisonnée, et je vais vous expliquer un tout petit peu ma philosophie. Après ce débat, ça va être un peu compliqué, mais on va essayer. Donc, moi j'aime ce métier profondément, qui a un rapport à la terre pour moi essentiel. Et je dois nourrir finalement, je dois produire des plantes pour nourrir des animaux ou des hommes, et les produire de meilleure façon possible. C'est pas parce qu'on travaille en bio qu'on va faire aucune intervention. Moi personnellement, je travaille mes vignes en bio et je dois quand même les traiter au cuivre et au soufre, donc il y a toujours très souvent des pesticides qu'on utilise. Ils peuvent être de manière biologique, mais il ne faut pas croire que parce qu'on est en bio, on ne fait rien. Il ne faut pas croire que la nature, elle est rousseauiste et puis que c'est l'homme qui l'a pervertie. Il faut qu'on trouve, en tant que paysan, finalement, des adéquations entre le sol, le climat et les plantes excusez-moi, cultivées. pas trop long, s'il vous plaît. Il y a d'autres personnes qui voudraient poser des questions, s'il vous plaît. Et je voulais simplement vous dire que l'agriculture genevoise, elle est très dynamique. Personnellement, je travaille mes terrains sans labour, dans des sols couverts vivants, avec des associations de plantes, et que les paysans, généralement, ont horreur d'aller traiter, et que c'est vraiment toujours le dernier recours, et que dans tout le profil qu'on a technique, on met tout en avant pour arriver à la fin à éviter ce traitement. Et si on le fait, c'est vraiment en dernier recours. Je voudrais juste vous finir en disant que les blés que je cultive, ça fait 25 ans que je fais plus de fongicides, parce que les recherches suisses, c'est des recherches agronomiques étatiques. Elles nous ont sorti des variétés de blé qui résistent aux maladies ou qui les tolèrent au climat suisse. Et cette recherche agronomique, elle est complètement démantelée actuellement par les politiques qui vont remettre ça dans les mains des privés, et on est en train de perdre un patrimoine Votre génétique question, à monsieur. savoir. Pardon. Donc il faudra aussi... Moi, on m'a demandé de faire une intervention, pas de question, donc je fais juste simplement un témoignage. Mais cette perte de savoir étatique au profit du privé, c'est dramatique pour l'avenir de l'agriculture en Suisse. Voilà. So, I think we have time for last questions. Please try to keep it short. Encore une question. En français ou en anglais? Like you want. Okay. Comme vous le désirez. My name is Pierre Pradevan. Je m'appelle Pierre Pradevan. Cela fait 50 ans que je me bats pour un monde
Ma question, ça s'adresse pour la personne qui est à ma gauche. Je dois dire que j'ai une formation scientifique. Vous avez dit que le film n'était pas crédible parce qu'il ne faisait pas de démonstration scientifique. Pour moi, c'est pas ça le sujet. Alors c'est un argument qui est utilisé comme quoi la science, il n'y a que la science qui donne la vérité. Non, pas du tout. C'est une approche parmi d'autres de la réalité. Alors ce que nous recherchons, c'est pas une preuve scientifique absolue, dure comme fer, comme quoi les pesticides sont sans danger pour les gens de Hawaï. Ce que l'on recherche, c'est le bonheur humain à Hawaï. Donc il y a des tas de personnes qui souffrent de l'utilisation de pesticides. Alors qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que de lutter pour le bonheur humain, avoir des vies équilibrées, lorsqu'il semble tout à fait évident qu'il y a des dangers peut-être non prouvés, ou bien est-ce qu'il faut avoir une vision scientifique très étroite et qui veut prouver des choses qui sont absolument improuvables? La question. Je comprends tout à fait ce que veut dire ce monsieur. Et donc, on est à un festival des droits humains et la semaine dernière, il y a eu la Journée internationale de la femme. Alors restons-en aux aspects positifs de l'agriculture. Et donc, il y a des gens qui vont mourir de faim si nous abandonnons l'agriculture. Alors moi, j'ai grandi sur une ferme bio. C'est la raison pour laquelle je suis allé à l'université, pour ne pas avoir besoin, justement. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans les pays en voie de développement, et de nouveau, le dur labeur de l'agriculture tombe sur les femmes et les femmes de couleur. Alors, la semaine dernière, à la Journée internationale de la femme, il n'y a pas eu beaucoup d'attention là-dessus. L'agriculture moderne a a prolongé la vie des femmes dans les pays en voie de développement de 12 ans, parce qu'elles ne sont plus, le labeur est beaucoup moins pénible et l'agriculture de subsistance c'est très difficile et comme l'a dit monsieur, nous sommes dans un monde postmoderne. On peut imaginer ce à quoi pourrait ressembler l'agriculture, mais nous vivons au sein d'une économie moderne ici. Mais ces gens-là, non. Alors reconnaissons que si on va parler ou penser aux droits humains, alors ne diabolisons pas les entreprises, pensons aux bénéfices au niveau des droits humains que peut apporter la science moderne et la technologie moderne. Alors vous parlez donc, vous faites l'avocat des pesticides. Non, moi c'est vrai que je suis un passionné de la technologie et de la science, c'est évident. C'est une des raisons pour lesquelles je voulais être ici et je savais que je serais dans un environnement hostile. Et pour dire encore une fois que le monde moderne, c'est pas tout mauvais. Alors, on roule pas dans nos voitures à 10 km à l'heure, même si on sait qu'on pourrait sauver des milliers, des millions de vies si on mettait la limite de vitesse à 10 km. Et de nouveau, tout ce qu'on a pu inventer, il en va de même avec l'agriculture. Alors, il y a eu des améliorations notoires. Et lorsque moi j'étais enfant, on était au milieu justement donc, il va y avoir des famines et la science et la technologie a trouvé des solutions. Et aujourd'hui, pour la première génération dans l'histoire de notre Terre, les gens les plus pauvres peuvent se permettre d'être gros. Ça, c'est très important à comprendre. Nous avons créé un monde. Quels sont les effets secondaires de l'agriculture moderne? Il ne faut pas les minimiser non plus. Alors, la question qui se pose, c'est quels en sont les coûts? Et c'est une des raisons. Il semblerait que les pesticides, c'est 50 milliards par an, les coûts cachés. Si vous prenez en compte les coûts de la réglementation, tous les coûts d'évaluation de risque, et les coûts environnementaux, les coûts humains, vous arrivez à 50 milliards. Alors, est-ce que vous êtes pour la famine? Est-ce que vous êtes pour la famine? Est-ce que vous voulez que les gens meurent de faim?
you, obviously, from your family. Alors, et qu'en est-il de l'agriculture bio? Comme le monsieur venait de dire, il est possible de réduire l'utilisation de pesticides sans perdre en rendement. Mais c'est ce qu'on fait avec le maïs BT. C'est un exemple. Alors, le BT corn, we have to come to an end. We tackled a lot of issues here. Alors, de nouveau, les fermes bio utilisent du BT. A lot of open questions. Do we have time for avons-nous le temps pour une toute dernière question? Okay. Oui. Ah oui. Last comment, Gary. Okay. I was going to say I don't agree. Je voulais dire, je ne suis pas d'accord. There's any question about whether or not things are harmful, or whether or not we should be following this path. Qu'on doit suivre sur cette voie. Pour moi, il n'y a pas le moindre doute que les dégâts et les dommages sont créés par l'agriculture moderne. Et on a les preuves. Et j'ai beaucoup apprécié la question qui était posée par le monsieur au premier rang. Alors, l'industrie nous amène dans ce terrier. Alors, on a parlé justement au niveau de la causalité. Alors, vous ne trouverez jamais la preuve absolue que ce produit chimique ici a été la cause du cancer du garçon là-bas. Vous savez que les produits chimiques causent le cancer et cancérigènes, mais on ne doit pas le prouver. Tout ce que l'on doit dire, c'est donc d'être assez préoccupé pour protéger ce petit garçon et au sein de cette communauté et les zones tampons et la divulgation. N'oubliez pas, tout ce qu'on demande, c'est dites-nous ce que vous faites et ne faites pas ça, ce petit garçon. So, thank you to all of us. Thanks for this lively debate. I hope you enjoyed it. Merci pour ce débat animé. J'espère que vous avez eu une soirée intéressante et que vous avez quelque chose à quoi penser lorsque vous serez à la maison. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.